Donc oui, j'effectue ma thèse dans le projet européen Grésy-Daisy qui appartient au corps organique. Et du coup, je vais vous présenter une partie des résultats de ma thèse qui porte sur le parasitisme et les performances zootechniques des veaux laitiers conduits avec des vaches nourrices en agriculture biologique. Tout d'abord, comment sont conduits les veaux en ferme biologique? Ils sont séparés des mères un jour après la naissance. Ils sont ensuite allaités artificiellement avec du lait entier provenant de la ferme au seau ou au milk bar. Ils sont ensuite sevrés à 3 mois. La première saison de pâturage dure en moyenne 4 à 5 mois et il n'y a pas de contact avec les vaches adultes avant le premier vélage. Durant la deuxième saison de pâturage, ils sont conduits toutes seules. La conduite des veaux laitiers élevés avec des vaches nourrices a été introduite en France en 2009 suite à un voyage d'études qui a été fait par un groupe d'éleveurs du Finistère en Angleterre. Cette conduite consiste à faire adopter entre 2 et 4 veaux avec une vache nourrice, donc c'est une vache laitière qui n'est pas traite. Cette conduite entraîne de nombreuses modifications pour le veau, notamment le mode d'alimentation, le type de logement, une longue première saison de pâturage et une présence de vaches adultes durant la première année de vie du veau. Donc tout cela entraîne des modifications dans l'épidémiologie des maladies du veau. Mais il y a encore peu de données sur la conduite des veaux sous nourrice et sur ses impacts zootechniques et sanitaires. Donc le but de diapo, s'il vous plaît. Les objectifs de cette étude vont être de décrire cette conduite, de quantifier les risques liés à 2 maladies majeures des veaux, la cryptosporidiose qui provoque des diarrhées néonatales et les strongyloses digestives présentes au pâturage. Le troisième point va être d'évaluer les performances de croissance de ces veaux. Donc pour cela, on a recruté 19 fermes dans le Grand Ouest et la ferme expérimentale INRAE de Mirecourt a aussi participé à cette étude. Nous avons suivi tous les veaux en 2019. Et pour commencer, nous avons fait des entretiens semi-directifs pour décrire cette conduite. Donc, les premières choses à noter, c'est que les 3/4 des fermes réalisent des croisements de races, avec les principales races laitières présentes en France et ailleurs, comme noté sur le diapo. Et les 2/3 des élevages réalisent des regroupements de vélages, donc soit en une saison au printemps, ou 2 saisons de vélage, une au printemps, une à l'automne. Et le dernier tiers réalise des vélages étalés sur l'année. Il y a aussi la moitié des fermes qui réalisent de la monotraite. Comment sont conduits les veaux sous nourrice? Ils restent entre 4 et 5 jours avec la mère en moyenne, mais cette période est plus courte, 1,5 jours, s'il y a une présence d'une phase d'allaitement artificiel. C'est une phase optionnelle qui sert de tampon entre la phase sous la mère et l'adoption par la nourrice. Si cette phase d'allaitement artificiel n'est pas présente, le veau reste une semaine en moyenne sous la mère avant d'être adopté. L'adoption consiste à mettre entre 2 et 4 veaux avec une nourrice dans une case en bâtiment. C'est le point clé pour l'éleveur où il doit faire attention que le veau tète bien la nourrice. Cela dure à peu près une semaine avant que les couples veau-nourrice soient regroupés et mis à l'herbe. La première saison de pâturage dure entre 6 à 9 mois et les veaux sont avec les nourrices. Le sevrage se fait soit au cours de cette première saison de pâturage, soit à la fin de la saison lors de la rentrée en bâtiment, et les veaux ont alors entre 4 et 9 mois. Durant la deuxième saison de pâturage, les veaux et les nourrices sont donc séparés. Ensuite, nous avons étudié la cryptosporidiose. Donc pour cela, nous avons demandé aux éleveurs de prélever tous les veaux âgés entre 5 et 21 jours entre janvier et septembre 2019. Au total, on a eu 611 veaux prélevés et les échantillons ont été envoyés au laboratoire d'analyse. Nous avons ensuite scoré ces échantillons en fonction de la moyenne de ookystes présents par champ. Nous avons ensuite différencié les scores négatifs et les scores positifs pour mettre en évidence les facteurs de risque. Pour cela, on s'est intéressé aux caractéristiques de la mère, du veau et de la nourrice. Nous avons aussi pris en considération les phases d'élevage dont l'adoption. Nous avons fait des modèles mixtes de régression logistique pour mettre en évidence ces facteurs de risque. Donc, tout d'abord, la prévalence d'excrétion trouvée dans cette étude est de 40,2%, et c'est à peu près ce qu'on retrouve dans la littérature, que ce soit pour les veaux laitiers ou les veaux allaitants. Par contre, au niveau du pourcentage de veaux avec une forte excrétion,
et aussi le pourcentage de veaux diarrhéiques est moins important dans cette étude que dans une autre étude réalisée récemment dans le même secteur en France sur des veaux laitiers non élevés sous nourrice. Quels sont les facteurs de risque qu'on a mis en évidence? Il y en a qui sont caractéristiques au vélage, comme les 2 derniers tiers de naissance, les veaux qui sont nés entre janvier et juillet par rapport à ceux qui sont nés entre août et septembre, être avec sa mère en bâtiment par rapport à ceux qui sont nés dehors. La séparation précoce avec la mère, avec notamment la présence d'une phase d'allaitement artificiel, a été reconnue comme un facteur de risque par rapport aux veaux qui restent uniquement avec leur mère avant le prélèvement. Les contacts avec les veaux et notamment la présence des veaux excréteurs parmi les veaux adoptés sont aussi des facteurs de risque mis en évidence dans cette étude. Donc on voit le rôle prépondérant dans l'environnement, dans l'épidémiologie de cette maladie. Donc la conduite des veaux sous nourrice est globalement protectrice vis-à-vis de la cryptosporidiose. Ensuite, nous avons détecté les stronges digestives, notamment Ostertagia. Pour cela, on a suivi 29 lots présents dans ces 20 élevages, dont 19 lots étaient des veaux constitués de veaux nés au printemps. 24 de ces lots ont été conduits sur du pâturage tournant. Pour détecter les stronges, nous avons prélevé les veaux et les nourrices à 4 moments dans la saison de pâturage, lors de la mise à l'herbe, en juin, en juillet, en septembre, et lors de la rentrée en bâtiment qui s'est déroulée entre novembre et janvier. Nous avons ensuite mis en évidence, dosé le pepsinogène, qui est un indicateur des lésions parasitaires, des lésions parasitaires. Nous avons ensuite mis en évidence, compté les œufs dans les fesses pour mesurer l'excrétion. Et nous avons aussi fait des ELISA Ostertagia pour mettre en évidence les contacts avec les stronges digestifs. Et nous avons utilisé le logiciel Parasitsim pour estimer l'infestation sur les parcelles. Le temps de pâturage moyen était de 191 jours. La période dite de ces lots avait une période de pâturage post-sevrage, donc seule, et qui durait en moyenne 70 jours. La pression parasitaire était moyenne modérée tout au long de cette étude. Il y a uniquement 6 lots qui ont été traités avec des antiparasitaires et uniquement après la rentrée en bâtiment, donc il n'y a pas eu d'impact sur les mesures effectuées durant la saison de pâturage. Sur ce tableau est représenté les moyennes de ces indicateurs aux différents moments sur les différents prélèvements. Et on voit qu'ils sont plutôt faibles, notamment, par exemple, si on considère le pepsinogène lors de la rentrée en bâtiment à P4. Dans l'étude avec les veaux sous nourrice, on est à 1,4 unités de tyrosine, alors que dans une autre étude réalisée récemment dans le même secteur sur des génisses pâture en sol, on était à 2,4 unités de tyrosine lors de la rentrée en bâtiment aussi. Les résultats de coproscopie aussi plus faibles. Pour les nourrices, on voit aussi que malgré la présence d'animaux non humains sur les pâtures, il y a des indicateurs parasitaires pour les nourrices sont normales pour des vaches adultes. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces indicateurs faibles? Tout d'abord, la conduite parasitaire qui génère peu de risques parasitaires, la conduite au pâturage qui génère peu de risques parasitaires, avec notamment de nombreux lots qui sont conduits sur du pâturage tournant. Du plus, la présence des nourrices, puisqu'elles ingèrent un nombre important de L3 infestantes, et comme elles sont immunisées, elles excrètent peu d'œufs. Donc, il y a une diminution de la contamination des parcelles avec un effet dilution. Les veaux aussi ont une alimentation lactée, et qui, du coup, il y a une plus faible quantité d'herbes ingérées. Et de plus, il y a un effet défavorable probable du lait sur ces parasites, comme ça a été prouvé chez les agneaux. Donc, il y a aussi une diminution de l'exposition des veaux aux stronges gastro-intestinaux. Donc, au total, les veaux peuvent s'immuniser sans avoir de conséquences négatives suite aux strongyloses. Ensuite, pour suivre les croissances, nous avons effectué 4 pesées sur les mêmes dates que les prises de sang et les prélèvements de matière fécale. Et sur ce graphique est représentée l'évolution des poids des différents lots. Et dans les encadrés est représentée les croissances entre chaque pesée. La moyenne est de 783 grammes par jour, et avec des valeurs qui dépassent les 800 grammes par jour
pour les veaux de 6 mois, ce qui correspond à un objectif d'un premier vélage à 24 mois. Une autre étude réalisée antérieurement dans la ferme expérimentale de Mirecourt sur les veaux sous nourrice montre aussi des résultats de croissance similaires. Les nourrices pesaient 593 kg avec une évolution du poids positive de 118 grammes par jour. Donc c'est positif, mais c'est quand même plus faible que ce qu'on attend pour une vache laitière en lactation et traite normalement. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? La conduite des veaux sous nourrice entraîne moins de diarrhée et une intensité plus faible de cryptosporidiose pour les veaux élevés sous nourrice. Une infestation modérée pour les strongles gastro-intestinaux malgré une longue première saison de pâturage, une croissance rapide qui permettrait d'avoir des vélages à 2 ans. Et cette étude continue avec le suivi des deuxième année des génisses où on observe le bien-être, la croissance, la reproduction et les strongles gastro-intestinaux. Merci pour votre attention et merci à tous les éleveurs qui ont participé à cette étude. Merci bien, Caroline, pour cette présentation extrêmement claire et des résultats extrêmement encourageants et positifs. Aux personnes qui voudraient poser des questions, n'hésitez pas d'en envoyer dans le chat. Je n'en ai pas reçu pour l'instant. Donc, je vais te poser, moi, une question que m'ont inspiré ces résultats très rapidement. C'est que, en fait, ces résultats sont extrêmement positifs. La question que je me pose, c'est comme on n'a pas finalement de témoins dans les fermes, puisque tous les veaux sont élevés de la même manière, est-ce qu'on peut attribuer ces bons résultats au système de mettre les veaux sous les vaches nourrices, ou est-ce qu'une partie de ces bons résultats sont attribués au système d'élevage en soi, au-delà de ça, puisqu'on est dans des systèmes, disons, d'agriculture biologique qui ne sont pas du tout standards au niveau des races, au niveau de différents paramètres. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Déjà, oui, on n'a pas pu faire d'études. Pour la cryptosporidiose, on a demandé de prélever tous les veaux. Donc là, il y en avait qui étaient élevés sous nourrice et d'autres non, notamment les veaux qui sont vendus. Donc là, on a pu voir un peu et mettre en évidence des facteurs de risque. Par contre, après, c'est vrai que pour les strongles, on a suivi les veaux et la manière de faire des éleveurs. Donc, on n'a pas demandé, il n'était pas possible de demander à chaque éleveur de mettre un lot avec nourrice et un lot sans nourrice. Donc, c'est bien une étude descriptive. Et par contre, on compare ces résultats avec des études récentes faites à grande ampleur dans le même bassin, et notamment une faite aussi sur des veaux sous nourrice, notamment pour les strongles. Et du coup, faite en agriculture biologique. Et du coup, on peut se dire que c'est notamment l'étude sur laquelle je compare pour les strongles, pour le pepsinogène notamment. Et du coup, on peut dire que comme c'est des études faites quand même avec un assez grand nombre d'élevages et d'individus, on pourrait se dire que c'est bien dû à la conduite et pas dû juste à l'élevage biologique. Merci pour ta réponse. Donc, il est arrivé une question que je te lis parce qu'elle est assez longue. Donc, dans les pratiques recensées, est-ce qu'une tendance se dégage quant aux critères de choix des nourrices? Est-ce que le choix même des individus nourrices pourrait avoir un impact? Et dans ce cas, quelles pourraient être les recommandations en termes de choix de nourrices pour réduire encore le risque parasitaire? Et que deviennent par ailleurs les nourrices à la fin de leur saison d'allaitement? Alors, il y a beaucoup de questions à une. Je vais commencer. Ça va, je les ai sous les yeux, donc je vais pouvoir les reprendre. Alors déjà, le choix des nourrices. La plupart des choix des nourrices, c'est souvent des vaches qui vont être souvent envoyées à l'abattoir. Donc, ça permet en fait de donner une deuxième chance pour ces vaches. Donc, ça va être des vaches qui boitent, des vaches qui ont des mammites. Et justement, là, le fait d'être avec les veaux, donc ils vont être plus traites. Et on peut justement savoir que le fait que des veaux têtent plus régulièrement les mamelles vont avoir un effet protecteur vis-à-vis et peut-être même un effet curatif sur les mamelles avec des mammites. Bon, ça, c'est pas vraiment étudié dans ma thèse, mais c'est ce que je peux lire dans la littérature. Ensuite, aussi les boiteries, vu qu'elles restent dans un champ, elles n'ont plus besoin de faire l'aller-retour entre la traite et les champs, et du coup, ça peut aussi leur permettre d'avoir un effet curatif. Après, il y a aussi évidemment des choix comme le caractère maternel de la mère, mais bien souvent, c'est un désir de l'éleveur, mais il n'arrive pas encore à arriver jusque-là. Ils vont plus devenir des nourrices à la fin de leur saison d'allaitement, en fait.
Soit les éleveurs ils considèrent qu'au final, elles sont guéries et qu'elles peuvent refaire une saison de pâturage, soit elles sont envoyées à l'abattoir. Mais la plupart restent envoyées à l'abattoir, en plus, étant donné que c'est difficile d'inséminer une vache surnourrice. Les chaleurs ont du mal à être détectées, apparemment. Une autre question sur l'intérêt des nourrices par rapport à une autre alternative qui serait un copâturage entre différentes espèces de ruminants ou non ruminants. Donc, je pense, en fait, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais en gros, par rapport au risque parasitaire, est-ce que ce serait différent? Je pense que c'est ça. Oui, oui, vis-à-vis du risque parasitaire, c'est vrai que le copâturage, ça permettrait, avec des moutons par exemple, vu qu'on sait qu'ils ne sont pas immunisés de la même manière, qu'ils ne sont pas sensibles aux mêmes parasites, ça peut être une manière soit de les faire pâturer ensemble, ou soit le troupeau de moutons et après le troupeau de veaux ou des veaux sous-nourrices. Ça permettrait, c'est aussi quelque chose de protecteur. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut vraiment voir l'intérêt de comparer des nourrices par rapport au copâturage? Pour moi, c'est deux systèmes qui sont tous les deux protecteurs vis-à-vis des strongs. Il n'y a pas de raison de voir pour les strongs. Après, pour moi, l'intérêt des veaux sous-nourrices par rapport à du copâturage peut aussi être amené par le fait que les vaches vont apprendre aux veaux à pâturer. Donc, on peut voir par exemple que les veaux vont pâturer beaucoup plus près. Dès qu'ils sont mis à l'herbe, les veaux vont par mimétisme suivre les vaches et du coup vont pâturer. Ils vont aussi apprendre les codes du troupeau. Et ils vont aussi permettre ils sont habitués à être avec des vaches adultes, des gros gabarits, et du coup, ça va être moins difficile de les introduire après dans le troupeau laitier lors de juste après leur premier vélage. Il y a aussi. Voilà. Merci. Alors, il y avait un petit commentaire aussi qui disait qui renvoyait sur le fait que le risque parasitaire est variable selon l'année et que du coup, en fait, un essai sur une année nécessite d'être reconduit pour vérifier si ça se confirme. Je te suggère de ne pas commenter plus là-dessus, mais en revanche, de répondre à la question suivante. Y a-t-il des compétitions entre veaux pour l'accès aux nourrices et donc une disparité entre les veaux? Ça peut être un... nourrice, hein. Oui, ça peut être un risque et c'est vrai que les éleveurs font attention à avoir des groupes de veaux avec des écarts d'âge pas trop élevés. Par exemple, maximum 2 mois d'âge d'écart au sein d'un lot. Ou sinon, les éleveurs font aussi attention à faire adopter le bon nombre, un nombre de veaux qui correspond à la production laitière d'une vache. Donc oui, c'est quelque chose dont les éleveurs font attention. Donc, il y a une suggestion ensuite de faire plusieurs paddocks afin de gérer la pousse de l'herbe. Et là, on renvoie beaucoup plus à la gestion du parasitisme par rapport à la pousse de l'herbe qui est au-delà de ton objectif qui était de quelles sont les performances de veaux élevés sous des nourrices. Et j'ai peut-être une petite dernière question très courte. On a vu pas mal de variations finalement dans les pratiques des éleveurs. Est-ce qu'on met de l'allaitement artificiel ou pas? À quel âge exactement ça se passe? Est-ce que ça varie? Les variations sont d'un éleveur à l'autre ou est-ce que c'est chez un même éleveur et il tient compte de tel critère pour adapter sa conduite? Je dirais qu'un éleveur peut adapter en fonction, par exemple, de la production laitière d'une vache. Si, par exemple, une primipare, il va mettre que 2 veaux, alors qu'une multipare, il peut mettre 3 veaux. Mais après, la conduite fine, par exemple, la présence de la période d'allaitement artificiel, en fait, c'est très variable. Il y a aussi des éleveurs qui l'utilisent uniquement pour les premiers veaux, en attendant que les derniers veaux naissent. Donc là, les premiers veaux vont passer par la phase d'allaitement artificiel, mais pas les derniers. Mais ça, en fait, c'est quelque chose qu'ils vont faire pour tous les veaux, pour toute la saison. Donc, ils ont quand même une manière de faire qui est quand même... ils gardent leur logique quand même au cours de l'année. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses qui ont bien complété ton exposé. Et donc, voilà.